Nous allons terminer cette première séquence avec vous, Monsieur Marc Leurette. Vous êtes donc délégué régional EDF en Bourgogne. Pour vous, c'est pain béni, ça, parce qu'on va consommer de l'électricité à gogo, et ça vous va bien, non? Ou pas? Ça nous va bien pour de multiples raisons. La première raison, c'est que on est sur un nouvel usage de l'électricité, qui est un usage d'avenir. Jusqu'à présent, tout le progrès a été électrique, depuis qu'on a l'électricité. L'électricité a permis de progresser sur tous les champs. Rapprochez bien le micro, s'il vous plaît. On a progressé sur le champ des transports, on a progressé sur le champ du confort, on progresse sur le champ de l'information et de la communication, et donc le progrès est électrique. Dans le domaine des transports, aujourd'hui, personne n'oserait remettre en question l'électrification du transport collectif terrestre. Nos trains sont électriques, les trams sont électriques, tout ça c'est électrique, les métros sont électriques, et donc la suite logique, c'est effectivement que le transport individuel devienne électrique. Bon, les enjeux, je ne vais pas les redire. La planète, on est dans une semaine où on a parlé encore des problèmes de réchauffement climatique, et la réponse au transport individuel, qui est quand même responsable de 30% des émissions de CO2, c'est le véhicule électrique. Pas forcément il y a d'autres choses qui sont en développement. Enfin, cela dit, le transport électrique est une réponse complètement adaptée aux enjeux d'aujourd'hui. Et EDF, bien entendu, avec une production à 95% de générant pas de CO2, je dirais, s'inscrit complètement dans cette démarche. Est-ce que votre capacité de distribution, de production, pourra faire face? Imaginons qu'on ait les... On va y venir. On a annoncé 7 millions de bornes pour je ne sais pas quand, 2020. Est-ce que tout ça, ça vous va bien? Alors, on va y venir, mais avant, je voudrais quand même répondre aussi à la question que vous ne m'avez pas posée sur avez-vous un véhicule électrique? La première chose que j'ai faite en arrivant en Bourgogne, c'est d'acheter, de prendre en location longue durée, une Zoé. Voilà. Et la Zoé, je ne suis pas venu aujourd'hui parce qu'elle est en train de faire le tour de Bourgogne en véhicule électrique, et donc tour dont j'ai fait la première étape hier, Dijon-Châlons. Voilà, donc effectivement, et comme vous le disiez, l'essayer, c'est l'adopter, c'est génial. Bon, c'est génial parce que c'est confortable, et je disais tout à l'heure, le confort est électrique, on est connecté et la connexion est électrique, et en plus c'est propre, parce qu'on ne fait pas de CO2. Donc à la question que j'ai posée en titre de ma table ronde, vous répondez oui. Alors la réponse très claire à le véhicule électrique est-il le véhicule du XXIe siècle? Moi j'en suis persuadé, on en est persuadé, mais je ne suis pas le seul. Le gouvernement a très clairement affirmé que le véhicule électrique était la solution de la transition énergétique. Le groupe EDF le dit aussi, et personnellement, à titre tout à fait personnel, je le soutiens. Maintenant, effectivement, pour un électricien, le problème de la recharge reste un problème important. On l'a dit tout à l'heure, ça a été très bien dit, 90% de la recharge est au domicile. Bon, très bien. Ça veut dire qu'en fait, l'itinérance n'a besoin de gérer que les 10% restants. Donc ça, il faut aussi quand même l'avoir en tête. À la maison, la recharge, c'est pas compliqué. Ça a été expliqué tout de suite. Une prise 15 ampères, dédiée, pas dédiée, avec un boîtier constructeur, pas dédié. Ça marche. 15 ampères, c'est rien. Une machine à laver, un lave-vaisselle, c'est une prise 15 ampères, voilà, pour se souvenir. Donc, l'infrastructure à la maison qui couvrira 90% des problèmes de recharge n'est pas un problème. Deuxième, et là je réponds directement à votre question, y aura-t-il assez d'électricité pour faire face? Vous savez tous qu'on consomme déjà un peu moins la nuit que le jour, que la nuit, globalement, on dispose aujourd'hui d'une marge qui varie suivant l'été et l'hiver, à peu près entre 5 000 et 10 000 mégawatts. Et simplement, il faut savoir que si on devait recharger de nuit, charge normale à la maison, 1 million de véhicules en simultané, ça n'aurait à peu près l'impact que d'une tranche et demie nucléaire. Voilà, c'est pour dire qu'on a beaucoup de marge
Et je dirais, on n'a pas encore un parc d'un million de véhicules. Et encore, là, je parlais de recharger 1 million de véhicules. Et ce qui a été dit tout à l'heure, vous l'avez bien entendu, c'est que c'est pas parce qu'on a 1 million de véhicules que toutes les nuits on va recharger 1 million de véhicules. Parce qu'il y a des tas de gens qui rechargeront qu'une fois par semaine à la maison, quoi. Donc oui, on a largement la puissance nécessaire pour faire face. Ce qui veut dire quand même qu'on garde toutes nos centrales nucléaires, non ? Ah, c'est pas le débat. Enfin, moi, je suis pas venu pour parler du nucléaire, mais je peux le faire. Quand même, parce qu'on nous dit il faut fermer les centrales et dans le même temps, on va installer 7 millions de bornes. Je vais surtout pas aller sur le sujet de la transition énergétique, mais simplement, il est important de savoir que 90% de l'électricité française ne fait pas de CO2 et qu'après, on peut faire tout ce qu'on veut de nos centrales nucléaires, mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on se retrouve avec une émission de CO2 qui soit plus importante après qu'avant. Parce que là, c'est l'échec complet de tout ce qui est engagé sur la lutte pour le climat. Avant quoi ? Après arrêter les centrales nucléaires, regardez ce qui se passe chez les Allemands. Voilà, on y est, allez-y. Voilà. Alors, donc on les garde, les centrales. Non, mais enfin, je veux bien aller sur ce champ-là, mais je ne suis pas venu là pour ça. L'objectif d'EDF, du groupe EDF, c'est de mettre à disposition une électricité sûre, propre et pas chère, à la demande de la population française, de l'économie française. Et ça, on fera ce qu'on nous dira. Simplement, nous, ce qu'on ne souhaite pas, c'est qu'on se retrouve avec une signature carbone qui soit plus mauvaise demain qu'aujourd'hui. Voilà. J'étais venu l'année dernière pour parler de l'éolien et j'avais défendu tout à fait l'éolien comme étant une composante importante dans le mix énergétique. Voilà. Donc aujourd'hui, on a ce capital et on peut l'utiliser pour la mobilité électrique. Si je reprends le deuxième champ qui est l'itinérance. L'itinérance, c'est-à-dire comment en fait on peut sortir de ce petit périmètre qu'on a décrit tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut effectivement avoir des réseaux de charge qui soient appropriés. Alors, il y a simplement 2 choses qui sont vraiment très importantes. La première, c'est qu'il faut que ce soit ergonomique. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse recharger à un endroit plutôt intelligent et plutôt rapidement. Parce qu'aujourd'hui, la vie, c'est ça, quoi. Donc, on n'a pas envie de rester 20 minutes ou une demi-heure à côté d'une borne en attendant que ça charge. Non, il faut que ça aille vite parce que la société est comme ça. Donc, 2 impératifs. Donc, il faut que ce soit rapide et il faut que ce soit ergonomique. Bon. Alors, ça a quand même un certain nombre d'implications. La première, c'est qu'il faut que, quel que soit l'endroit où on se trouve en France, on puisse savoir où se charger. Et donc ça, c'est quand même pas anodin, parce que ça veut dire qu'il faut avoir une vision système. Il faut se poser la question non pas de la borne que je vais avoir à 10 km de chez moi, il va falloir se poser la question de la borne que je pourrais trouver à 200 km de chez moi, ou à 300 km, ou à 800 km de chez moi. Donc ça veut dire qu'il faut que tout ce soit dans un système qui soit géré, qui soit supervisé, avec des moyens de paiement qui sont certes mes moyens de paiement peut-être locaux. Excusez-moi, mais tout ça est prévu, programmé par l'ADEME notamment, qui dit on veut bien vous cofinancer à partir du moment où on sait où sont vos bornes, etc. Et oui, mais pour le moment, on est en train de dire oui, mais mettez une borne et dites-nous où elle est. Ce que je dis, c'est qu'un vrai système est un système qui est construit, qui est supervisé, qui permet d'avoir à chacun sur son iPhone ou dans sa voiture, savoir où sont toutes les bornes, sont-elles disponibles, est-ce que si j'y vais, je vais attendre, ou est-ce qu'il vaut mieux pas que j'aille voir celle-là d'à côté. On a effectivement tout ça, et ça c'est un système qui peut le prévoir. De la même manière que pour le paiement, il faut qu'un automobiliste allemand, quand il viendra en Bourgogne, il puisse payer sa recharge d'électricité comme il le ferait chez lui. Donc on est obligé de rentrer dans un système. Voilà, c'est ça qui est vraiment fondamental, et c'est ça effectivement que nous on défend, et pour lesquels on a aussi un certain nombre de solutions. Maintenant, il y a... Dernier point, s'il vous plaît. Mais bien sûr, j'en ai encore un. Il faut garder le modèle économique. Donc le modèle économique, il a été abordé tout à l'heure, hein, on est à la croisée des chemins sur une rentabilité en coût d'exploitation complet. Bon, ok.
Simplement, il faut effectivement que le coût de l'électricité reste relativement stable, donc tout le monde œuvre pour ça et j'espère que ça va fonctionner. Il faut aussi que les infrastructures de charge soient raccordées au réseau à des prix qui restent corrects. Ça veut dire que il faut que nos grosses bornes, les bornes de recharge rapide, qui sont très consommatrices, une borne de charge rapide, c'est 50 kilowatts, et c'est à peu près, je dirais, 5-6 logements, quoi. Donc ça veut dire que là, c'est pas une rallonge, c'est pas un fil fin qu'on met dans une prise 15 ampères à la maison, quoi. Voilà. Et donc on a un vrai enjeu qui est de positionner ces bornes à des endroits intelligents vis-à-vis du réseau. Parce que si on se met à tirer des kilomètres et des kilomètres de fils gros comme ça pour raccorder une borne, j'ai le modèle économique qui ne tiendra pas. Donc on a aussi cet impératif-là sur lequel j'attire l'attention de tout le monde. La borne, c'est bon, on ne remplace pas une cabine téléphonique par une borne parce que c'était un endroit pratique, mais on met une borne à un endroit où les clients pourront y trouver le service qu'ils veulent, l'ergonomie, etc., et où le réseau pourra effectivement, à moindre coût, permettre l'alimentation. Et je terminerai. Vraiment. Mais tout à fait, par un dernier point, qui est la recherche et développement. On a parlé effectivement de l'évolution, etc. Aujourd'hui, on peut dire que les véhicules sont extrêmement matures. Les batteries, je dirais, il y a énormément d'enjeux de recherche et de développement sur les batteries. Donc, alors les constructeurs travaillent dessus. On voit par exemple Renault-Nissan qui unissent leur R&D pour progresser. Il y a quand même 2 champs sur lesquels on travaille. Et EDF a aussi beaucoup de recherche et développement sur le sujet. Un, c'est d'augmenter la capacité de stockage effectivement des batteries, parce que là, on augmente l'autonomie, on augmente, etc. Mais 2, il y a aussi un autre champ qui est la capacité de charge rapide. Parce que, là encore, aujourd'hui, on parle d'une charge rapide à 15 minutes. Oui, mais enfin, si elle fait plus que 5 minutes, je dirais là, ça devient quand même le pied. Voilà, donc on a quand même deux champs, effectivement, de recherche et développement sur les batteries. Et alors, nous, EDF, on est persuadés qu'on va voir dans quelques années, parce que tous ces constructeurs et tous les gens qui sont concernés, qui vont travailler ensemble sur le développement de batteries nouvelles, je dirais ça, c'est sûr que ça va donner des résultats et c'est sûr que ça va faire un bond, en fait, au développement du véhicule électrique. Merci beaucoup, monsieur.